contente de vous retrouver pour une nouvelle lecture. Et cette fois-ci, on va plonger dans une vieille édition de Molière, Les Fourberies de Scapin. C'est une édition qui date de 1969 ou 64, je ne sais plus. 1964. Librairie Hachette, c'est un classique illustré Vaubourdol. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Je ne sais absolument pas où vous pouvez vous procurer ce livre, puisque moi c'était un livre qu'il y avait dans ma famille, qui appartenait à mes parents, mes grands-parents. J'ai plusieurs livres dans ce style-là, dont Les Fourberies de Scapin, qu'on va découvrir ou redécouvrir en fonction de si vous connaissez ou pas ensemble. Hop là. Les Fourberies de Scapin, qui est une pièce de théâtre. Bon, la notice sur Molière, moi ça m'intéresse pas. Je vous la lis pas. Les notices, j'en veux pas. Moi je vais arriver directement dans l'acte 1. C'est une comédie qui date de 1671. Et il y a le chat qui joue avec la canne à pêche. Voilà. J'avais dit qu'il fallait pas mettre la canne à pêche ici. On n'a pas voulu m'écouter et voilà, le chat il joue avec. Et vous entendez un petit bruit de grelot. En fait, non, c'est pas le chat, c'est les reines du Père Noël qui sont en train de débarquer. C'est Kitty qui vous dit bonsoir. Bonsoir TikTok, bonsoir YouTube. Miaou miaou. Allez, on va commencer. Acte 1, scène première, avec Octave et Sylvestre comme personnages. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, dure extrémité où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Oui, qu'il arrive ce matin même, et qu'il revient dans la résolution de me marier. Oui. Avec une fille du Seigneur Géronte, et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela. Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle, de votre oncle, à qui mon père les a mandées par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. Oh, parle si tu veux. Et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. Qu'ai-je à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. J'essaye de calmer chat qui est en train de faire je ne sais pas trop quoi. Voilà, elle a trouvé une petite boule de papier. Tous les soirs, c'est quand je lance la lecture qu'elle commence à jouer avec des trucs. Je vous jure, ça fait 3 heures. Elle fait rien, aller dans le sapin. Et oui, ben ça saute dans le sapin. Bah oui, bien sûr. Eh oui, mais ça miaule toujours plus. C'est trop tard, mon chat, pour jouer. C'est fini. C'est pas à 23h qu'on joue. Là, on dort. Allez. Normalement, ça va mieux. Conseille-moi du moins et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je m'y trouve autant embarrassée que vous, et j'aurais bon besoin que l'on me conseillât moi-même. Je suis assassinée par ce maudit retour. Je ne le suis pas moi. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi
se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Oh ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous devriez songer avant que de vous y jeter. Ah, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Scapin arrive. Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est cela? Je vous vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Mon père, non, mon père arrive avec le seigneur Géronte et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je ne la sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelque machine pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chapitres. Je vais jamais y arriver. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice, oui. Nous eûmes un petit démêlé ensemble, toi et la justice. Oui, elle en usa fort mal avec moi. Et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Bast, ne laissez pas de me conter votre aventure. Attendez, je vais essayer de lui retirer ce jouet. Voilà avec quoi elle joue depuis tout à l'heure. Une boulette de papier d'alu. Allez. On y retourne en espérant que ce soit plus calme. Tu sais, Scapin, il y a 2 mois que le
me suis fort bien acquittée de ma charge. Quelque temps après, Léandre... Pardon, j'ai la gorge qui grogne. Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Je sais cela encore. Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et me mena voir cette fille que je trouvais belle à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenua que d'elle chaque jour, m'exagéra à tout moment sa beauté et sa grâce, me loua son esprit et me parloa avec transport des charmes de son entretien, dont il me rapporta jusqu'aux moindres paroles, qu'il s'efforçoit toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querelloit quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venoit dire, et me blâmoit sans cesse de l'indifférence où j'étois pour les feux de l'amour. Non, je lis pas les définitions, je lis juste l'histoire. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Un jour que je le raccompagnois pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins que d'être insensibles, nous en serions touchés. Où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'est toi. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisoit des regrets, et d'une jeune fille toute fondant en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Ah, ah. Une autre au roi parut effroyable en l'état où elle étoit, car elle n'avoit pour habillement qu'une méchante petite jupe, avec des brassières de nuit, qui étaient de simple futaine, et sa coiffure étoit une cornette jaune, retroussée en haut de sa tête, qui laissoit tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Et cependant, faite comme cela, elle brilla de mille attraits, et ce nettoie qu'agrément et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Si tu l'avoues vu, Scapin, en l'état que je dis, tu l'auras trouvé admirable. Ah, je n'en doute point, et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle est toi tout à fait charmante. Ses larmes nettoient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer une grâce touchante, et sa douleur est toi la plus belle du monde. Je vois tout cela. Elle fait soit fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelloit sa chère mère, et il n'y avoit personne qui n'eût l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant, et je vois bien que ce bon naturel-là vous la fit aimer. Ah, Scapin, un barbare le roi aimé, assurément, le moyen de s'en empêcher. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là, et demandant à Léandre ce qu'il lui sembloit de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué de la froideur avec laquelle il m'en parloit, et je ne voulus point lui découvrir l'effet que ses beautés
appuis et de famille honnête, et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir des poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Mais avec cela, le retour imprévu du père qu'on n'attendoit que dans 2 mois, la découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage, et l'autre mariage qu'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eue d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne, et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? Vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. C'est bien là de quoi se tend à l'armée. N'as-tu point de honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Que diable! Te voilà grand et gros comme père et mère, et tu ne sauras trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelques ruses galantes, quelque honnête petit stratagème pour ajuster vos affaires. Fi, peste soit du Butor, je voudrais bien que l'on m'eût donné autrefois nos vieillards à duper. Je les aurais joués, tous deux, par-dessous la jambe, et je n'étois pas plus grand que cela, que je me signalois déjà par 100 tours d'adresse jolie. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents et que je n'ai pas l'esprit, comme toi, de me débrouiller avec la justice. Voici mon aimable Hyacinthe. Hyacinthe fait son entrée. Ah, Octave! Alors vous entendez peut-être des ronflements en arrière-plan. Je suis désolée pour ça, je peux rien faire. J'espère que ça vous apaisera. Ah, Octave, est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine, que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe, et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez. Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité, et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Ah, peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes, et je sens bien, pour moi, que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites, et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères, mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne, et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi, et je me résoudrai à quitter mon pays, et le jour même, s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine, et sans être cruelle, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici
puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs, et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable, et il ne saura m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi, à part, et je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait bien, s'il le vouloir, nous être dans tous nos besoins d'un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde, mais si vous m'en priez bien fort tous deux, peut-être. S'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous, ne me dites-vous rien? Je vous conjure à son exemple, par tout ce qui vous est de plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Crois que... Chut. Allez-vous-en, vous, et soyez en repos. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance, et j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Il faut pourtant paraître ferme au premier choc, de peur que, sur votre foi blesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchez de vous composer par étude, un peu de hardiesse, et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il pourra vous dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Ça, essayons un peu pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Allons, la mine résolue, la tête haute, les regards assurés. Comme cela, encore un peu d'avantage. Bon, ainsi. Bon, imaginez-vous que je suis votre père qui arrive et répondez-moi fermement, comme si c'est toi à lui-même. Comment, Pandare, vaurien, infâme, fils indigne d'un père comme moi, oses-tu bien paroître devant mes yeux? Après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué pendant mon absence, est-ce là le fruit de mes soins, Marot? Est-ce là le fruit de mes soins, le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves? Allons donc, tu as l'insolence fripon de t'engager, sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin. Réponds-moi, coquin, réponds-moi, voyons un peu tes belles raisons. Oh, que diable, vous demeurez interdit. C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Et oui, c'est par cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Assurément, assurément. Voilà votre père qui vient. Oh ciel, je suis perdue. Oh là, Octave, demeurez. Octave, le voilà enfui. Oh, quelle pauvre espèce d'homme. Ne laissons pas d'attendre le vieillard. Que lui dirai-je? Laisse-moi dire, moi, et ne fais que me suivre. Argan Scapin et Sylvestre. A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà appris l'affaire, et elle lui tient si fort en tête que tout seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais
savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Oh, s'ils entreprendront de l'excuser, celui-là se pourra faire. Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Et ils ne m'en donneront point à garder. Ne jurons rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'ai doigt bien étonné qu'il m'oublioie. Ah, ah, vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière, et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous vous portez bien, à ce que je vois. Assez bien. Tu ne dis mot, coquin. Tu ne dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Mon Dieu, fort bon. Laisse-moi un peu quereller ce repos en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? J'ai bien ouï parler de quelques petites choses. Comment quelques petites choses? Une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là? Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père? Oui, il y a quelque chose à dire à cela. Mais je serai d'avis que vous ne fisiez point de bruit. Je ne suis pas de cet avis, moi, et je veux faire du bruit d'où m'en saoule. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait. J'y ai d'abord été, moi, comme lorsque j'ai su la chose, et je me suis intéressée pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite, et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardoit à un père dont il devoit baiser les pieds. On ne peut pas lui mieux parler quand ce sera vous-même. Mais quoi? Je me suis rendue à la raison, et j'ai considéré que, dans le fond, il n'a pas de tant de tort qu'on pourra croire. Que me vient-tu conter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Que voulez-vous? Il y a été poussé par sa destinée. Ah ah! Voici une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables, tromper, voler, assassiner, et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Mon Dieu, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est trouvé finalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageoit-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudra pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre Léandre, qui, malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas dans votre temps fait des fraudaines comme les autres. Cela est vrai, j'en demeure d'accord, mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie, et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que vouliez-vous qu'il fît? Il
elle se rend à sa poursuite. Il pose sa fortune. Le voilà surpris avec elle par ses parents, qui, la force à la main, le contraignent de l'épouser. L'habile fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt. Il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié. Oui, monsieur. Voudrais-je vous mentir? Il devra donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aura donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui. Vous ne le romprez point. Je ne le romprai point. Non. Quoi? Je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non, mon fils, votre fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de crainte et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses? Il n'a garde d'aller avouer cela. Ce sera se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut, pour son bonheur et pour le vôtre, qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire. Non, je suis sûre qu'il ne le fera pas. Je les forcerai bien. Il ne le fera pas, vous dis-je. Il le fera, ou je le déshériterai. Le livre, c'est Les Fourberies de Scapin, de Molière. Vous, moi, bon, comment bon? Vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point. Non, non, non. Oui, voici qui est plaisant. Je ne déshériterai pas mon fils. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même, moi, oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui, oui, je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu. Je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon et je suis méchant quand je veux. Finissant ce discours qui m'échauffe la bile. Va-t'en, Pandare, va-t'en me chercher mon fripon, tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je vous puis être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me recommander. Je vous remercie. Ah, pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Et que n'ai-je à cette heure la fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière? Il ne reste que Scapin et Sylvestre. J'avoue que tu es un grand homme, et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent, d'autre part, nous presse pour notre subsistance, et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire, la machine est trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit affidé pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends, tiens-toi un peu, enfonce ton bonnet en méchant garçon, campe-toi sur un pied, mets la main au côté, fais les yeux furibonds, marche un peu en roi de théâtre. Voilà qui est bien. Suis-moi, j'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure au moins
brouiller avec la justice. Va, va, nous partagerons les périls en frères, et 3 ans de galère de plus ou de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Acte 2. Géronte et Argante. Oui, sans doute, par le temps qu'il fait, nous aurons ici nos gens aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu mon homme qui est toi prêt de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées, et ce que nous nous proposions, et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils, rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine, je vous réponds de renverser tout cet obstacle, et j'y vais travailler de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois, mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, oui, que si vous aviez en brave père bien moroginé votre fils, il ne vous aura pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien, de sorte donc que vous avez bien mieux m'originé le vôtre, sans doute, et je serai bien fâché qu'il m'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils que vous avez en brave père si bien m'originé a vous a fait pis encore que le mien, et comment, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent le gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de mon fils? Cela se peut faire. Et quoi encore? Votre scapin, dans mon débit, ne m'a dit la chose qu'en gros, et vous pourrez de lui, ou de quelque autre, être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter un avocat et aviser des biais que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Que pourra-ce être que cette affaire-ci, pis encore que le sien? Pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pis, et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce que l'on peut s'imaginer. Ah, vous voilà. Ah, mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour. Doucement, parlons un peu d'affaires. Souffrez que je vous embrasse et que... Doucement, vous dis-je. Quoi? Vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui, nous avons quelque chose à démêler ensemble. De quoi? Tenez-vous, que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi entre deux yeux. Eh bien, qu'est-ce donc qu'il s'est passé ici? Ce qui s'est passé? Oui. Qu'avez-vous fait dans mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non, vous êtes bien résolu. C'est que je suis sûre de mon innocence. Scapin, pourtant, a dit de vos nouvelles. Scapin? Ah! Ce mot vous fait rougir. Il vous a dit quelque chose de moi. Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire, et nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on se rende au logis. J'y vais revenir tout à l'heure. Ah, traître s'il faut que tu me déshonores. Je te renonce pour mon fils, et tu peux bien pour jamais
chose que je lui confie est le premier à les aller découvrir à mon père. Ah, je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Mon cher Scapin, que ne dois-je point à tes soins, que tu es un homme admirable, et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah, vous voilà, je suis ravie de vous trouver, monsieur le coquin. Monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Ah, je vous apprendrai. Monsieur. Ah, Léandre. Non, Octave, ne me retenez point, je vous prie. Eh, monsieur, de grâce, laissez-moi contenter mon ressentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point. Monsieur, que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait, traître. Eh, doucement. Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre. Et tu ne croyais pas peut-être que l'on me dût révéler ce secret. Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, où je vais te passer cette épée au travers du corps. Ah, monsieur, auriez-vous bien ce cœur-là? Parle donc. Je vous ai fait quelque chose, monsieur. Oui, coquin. Et ta conscience ne me dit trop ce que c'est. Je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores, Léandre? Eh bien, monsieur, puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu avec mes amis ce petit carton de vin d'Espagne dont vous fit présent il y a quelques jours, et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de l'eau autour pour faire croire que le vin s'est toi échappé. C'est toi, bandard, qui m'as bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante, croyant que c'est toi, elle, qui m'avoit fait le tour. Oui, monsieur, je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela, mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas cela, monsieur. Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus, et je veux que tu me la dises. Monsieur, je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose. Tu ne veux pas parler? Hé, Doudou. Oui, monsieur, il est vrai qu'il y a 3 semaines, vous m'envoyâtes porter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Je revins au logis, mes habits tout couverts de boue et le visage plein de sang, et vous dis que j'avois trouvé les voleurs qui m'avoient bien battu et m'avoient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avois retenue. C'est toi qui as retenu ma montre. Oui, monsieur. Vous avez encore des ronflements. Je suis désolée, je peux rien y faire. Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est. Ah ah! J'apprends ici de jolies choses. Et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore cela que je demande. Ce n'est pas cela. Non, infâme, c'est autre chose encore que je veux que tu me confesses. Peste, parle vite, j'ai hâte. Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait. Voilà tout. Eh Eh bien oui, monsieur. Vous vous souvenez de ce loup-garou, il y a 6 mois, qui vous donna tant de coups de bâton la nuit, et vous pensa faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant? Eh bien, c'est toi, moi, monsieur, qui faisois le loup-garou. C'est toi, traître, qui faisois le loup-garou. Oui, monsieur, seulement pour vous faire peur et vous ôter l'envie de nous faire courir toutes les nuits, comme vous aviez de coutume. Je saurais me souvenir, en temps et lieu, de tout ce que je viens d'apprendre. Mais je veux venir au fait, et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. Le livre, c'est Les Fourberies de Scapin, de Molière.
À votre père? Oui, fripon, à mon père. Je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Non, monsieur. Assurément, assurément, c'est une chose que je vais vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche que je le tiens pourtant. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Karl fait son entrée. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette, et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de venir promptement vous dire que, si dans 2 heures vous ne songez pas à porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures? Ah, mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Ah, mon pauvre Scapin, je suis mon pauvre Scapin à cette heure qu'on a besoin de moi. Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire, et pis encore, si tu me l'as fait. Non, non, ne me pardonnez rien. Passez-moi votre épée au travers du corps. Je serais ravie que vous me tuiez. Non, je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Point, point, vous ferez mieux de me tuer. Tu m'es trop précieux, et je te prie de vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toutes choses. Non, tuez-moi, vous dis-je. Ah, de grâce, ne songe plus à tout cela, et pense à me donner le secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen, après une avanie de la sorte, je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières aux siennes. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Il faut quitter ton ressentiment. Voudras-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se voit mon amour? Venir faire à l'improviste un affront comme celui-ci. J'ai tort, je le confesse, me traiter de coquin, de fripon, de bandard, d'infâme. J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir passer son épée au travers du corps, je t'en demande pardon de tout mon cœur. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne point m'abandonner. Ah, ma foi, Scapin, il se faut rendre à cela. Levez-vous, une autre fois, ne soyez point si prompt. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera, mais tu sais que le temps presse. Ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il faut? 500 écus, et à vous 200 pistoles. Je veux tirer cet argent de vos pères. Pour ce qui est du vôtre, la machine est déjà toute trouvée. Et quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, il y faudra moins de façon encore, car vous savez que, pour l'esprit, il n'en a pas, grâce à Dieu. Grande provision est de le livre pour une espèce d'homme à qui l'on fera toujours croire tout ce que l'on voudra. Cela ne vous offense point, il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance, et vous savez assez l'opinion de tout le monde qu'il veut qu'il ne soit votre père que pour la forme. Tout beau, Scapin. Bon, on fait bien rupture de cela. Vous moquez-vous? Mais j'aperçois venir le père d'Octave. Commençons par lui, puisqu'il se présente. Allez-vous-en tous les deux, et vous avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Arcante Scapin, le voilà qui rumine. Avoir si peu de conduite et de considération, s'allait jeter dans un engagement comme celui-ci. Ah, jeunesse impertinente. Monsieur votre serviteur. Bonjour, Scapin. Vous rêvez
cela me donne un furieux chagrin. Monsieur, la vie est mêlée de traverses. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Et j'ai ouï dire qu'il y a longtemps une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Quoi? Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée, et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie, et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières, et ce qui a manqué à m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Oui, c'était Harry Potter que je lisais avant, mais j'ai fini le tome. Voilà qui est bien, mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir, et que je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès de ce pays-ci, et vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Tu as raison, je le vois bien, mais quelle autre voie? Je pense que j'en ai trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude, car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leur enfant que cela ne m'émeuve. Et de tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière. Je te suis obligée. J'ai donc été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont au coup d'épée, qui ne parlent que d'échiner et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai mis sur ce mariage, lui ai fait voir quelle facilité offre la raison de la violence pour le faire casser, vos prérogatives du nom de père et l'appui que vous donnerez auprès de la justice et votre droit et votre argent et vos amis. Enfin, je lui ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelques sommes, et il donnera son consentement à rompre le mariage pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Oh, d'abord, des choses par-dessus les maisons. Et quoi? Des choses extravagantes, mais encore, il ne parla loi point que de 5 ou 600 pistoles, 5 ou 600 fièvres gardennes qui le puissent serrer. Se moque-t-il des gens? C'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions, et je lui ai bien fait. Il y a un moucheron qui me tourne autour, il me dérange. Et je lui ai bien fait entendre que vous n'étiez point une dupe pour vous demander des 5 ou 600 pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voilà où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà au temps, m'a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée. Je suis prêt à m'équiper, et le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir malgré moi à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service, et je n'en saurais avoir un qui soit tant soit peu raisonnable, à moins de 60 pistoles. Eh bien, pour 60 pistoles, je les donne. Il faudra
Justement, c'est beaucoup, mais soit, je consens à cela. Il me faut aussi un cheval pour monter mon valet, qui coûtera bien 30 pistoles. Comment, diantre, qu'il se promène, il n'aura rien du tout. Monsieur, non, c'est un impertinent. Voulez-vous que son valet aille à pied, qu'il aille comme il lui plaira, et le maître aussi? Mon Dieu, monsieur, ne vous arrêtez point à peu de choses. N'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver les mains de la justice. Eh bien, soit, je me résous à donner encore ces 30 pistoles. Il me faut encore, a-t-il dit, un mulet pour porter. Oh, qu'il aille au diable avec son mulet, c'en est trop, et nous irons devant les juges. De grâce, monsieur. Non, je n'en ferai point, je n'en ferai rien. Monsieur, un petit mulet, je ne lui donnerai pas seulement un âne. Considérez, non, j'aime mieux plaider. Et, monsieur, de quoi parlez-vous là? Et à quoi vous résolvez-vous? Jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer, sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur, juge et leurs clercs. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Oh. J'ai eu une petite interférence, je suis désolée, je sais pas pourquoi. Je suis désolée, je sais pas d'où ça vient. Et ça suffit là. Je sais plus où j'étais. Ah mais c'est pas possible. Pourquoi ça? J'espère que ça va mieux. Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra à beau denier comptant. Votre avocat, gagné de même, on ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause ou dira des raisons qui ne feront que battre la campagne et n'iront point au fait. Le greffier délivrera par contumace, non, par contumace, je sais pas ce que c'est, des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira des pièces, ou le rapporteur même ne dira pas ce qu'il aura paré, ce qu'il aura vu, et quand, par les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré tout cela, vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous, ou par des gens dévots, ou par des femmes qu'ils aimeront. Et monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès sera capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. À combien est-ce qu'il fait monter le mulet, monsieur? Pour le mulet, pour son cheval, et celui de son homme, pour le harnois et les pistolets, et pour payer quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. 200 pistoles? Oui. Allons, allons, nous plaiderons. Faites réflexion. Je plaiderai. Ne vous allez point jeter. Je veux plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit. Il vous en faudra pour le contrôle. Il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation, conseil, production et journée du procureur.
vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac et pour les grosses d'écriture. Il vous en faudra pour le rapport des substituts, pour les épices de conclusion, pour l'enregistrement du greffier, façon d'appointement, sentence et arrêt, contrôle, signature et expédition de leur clerc, sans parler de tous les présents qu'il faudra faire. Donnez cet argent-là à ces hommes-ci. Vous voilà hors d'affaires. Comment 200 pistoles? Oui, vous y gagnerez. J'ai fait mon petit calcul en moi-même de tous les frais de la justice, et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, vous en aurez de reste pour le moins 150, sans compter les soins, les pas et les chagrins que vous épargnerez. Quand il y aura à essuyer que les sottises que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats, j'aimerais mieux donner 300 pistoles que de plaider. Je me moque de cela, et je défie les avocats de rien dire de moi. Vous ferez ce qu'il vous plaira, mais si j'ai droit que de vous, je fuirai les procès. Je ne donnerai point 200 pistoles. Voici l'homme dont il s'agit. Sylvestre fait son entrée. Scapin, fais-moi connaître un peu cette Argante qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a été pensé, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous voulez, et il dit que c'est trop. Par la mort, par la tête, par le ventre, si je le trouve, je le veux échiner. Dussé-je être roué tout vif. Monsieur, ce père d'Octave a du cœur, et peut-être ne vous craindra-t-il point. Lui, par le sang, par la tête, s'il est doigt là, je lui donnerai tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Qui est cet homme? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. N'est-ce point quelqu'un de ses amis? Non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oui. Ah, parbleu, j'en suis ravi. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce faquin d'Argante, eh? Oui, je vous en réponds. Touchez-la, touchez, je vous donne ma parole, et vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurai faire, qu'avant la fin du jour, je vous déférerai de ce maraud fieffé, de ce faquin d'Argante. Reposez-vous sur moi. Monsieur, les violences en ce pays ne sont guère souffertes. Je me moque de tout, je n'ai rien à perdre. Il se tiendra sur ses gardes assurément. Il a des parents, des amis et des domestiques dont il se fera un secours contre votre ressentiment. C'est ce que je demande, morbleu, c'est ce que je demande. Ah, tête, ah, ventre, je ne le trouvai-je à cette heure, avec tout son secours, que ne paroit-il à mes yeux, au milieu de 30 personnes, que ne les vois-je fondre sur moi, les armes à la main? Comment, maraud, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Allons, morbleu, tu, point de quartier, donnons, ferme, poussons, bon pied, bon œil. Ah, coquin, ah, canaille, vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter votre soule. Soutenez, maraud, soutenez. Allons à cette botte, à cette autre, à celle-ci, à celle-là. Comment? Vous reculez? Pied ferme, morbleu, pied ferme. Monsieur, nous n'en sommes pas. Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer à moi. Eh bien, vous voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles. Oh, sus, je vous souhaite une bonne fortune. Scapin, plaît-il,
je me résous à donner les 200 pistoles. J'en suis ravie, pour l'amour de vous. Allons le trouver. Je les ai sur moi. Vous n'avez qu'à me les donner. Il ne faut pas, pour votre honneur, que vous paroissiez là, après avoir passé ici, pour autre que ce que vous êtes. Et de plus, je crains droit qu'en vous faisant connaître, il n'alla s'aviser de vous demander davantage. Oui, mais je roi était bien aise de voir comme je donne mon argent. Est-ce que vous vous défiez de moi? Non pas, mais... Parbleu, monsieur, je suis un fourbe, ou je suis honnête homme. C'est l'un des deux. Est-ce que je voudrais vous tromper, et que dans tout ceci, j'ai d'autre intérêt que le vôtre, et celui de mon maître, à qui vous voulez vous allier? Si je vous suis suspect, je ne me mêle plus de rien, et vous n'avez qu'à chercher des setteurs qui accommodera vos affaires. Tiens donc, non, monsieur, ne me confiez point votre argent. Je serais bien aise que vous vous serviez de quelques autres. Mon Dieu, tiens, non, vous dis-je, ne vous fiez point à moi. Que sait-on si je ne peux point vous attraper votre argent? Tiens, te dis-je, ne me fais point contester davantage, mais songe à bien prendre tes sûretés avec lui. Laissez-moi faire, il n'a pas affaire à un sot. Je vais t'attendre chez moi, je ne manquerai pas d'y aller. Et je n'ai qu'à chercher l'autre. Ah, ma foi, le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets. Géronte fait son entrée. Ô ciel, ô disgrâce imprévue, ô misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi, avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici. Il faut qu'il soit caché en quelques endroits qu'on ne puisse point deviner. Oh là, es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Ah, monsieur, n'y a-t-il pas moyen de vous rencontrer? Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, quoi? Monsieur, votre fils, eh bien mon fils, est tombé dans une disgrâce, la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste, de je ne sais quoi, que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos, et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à cela? Attendez, monsieur, nous y voilà. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif, et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas, par moi, tout à l'heure, 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment diantre? 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le pandard de Turc m'assassinait de la façon. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver et de faire un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable alloit-il faire dans cette galère? Il ne songea pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin, va-t'en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer? Vous moquez-vous des gens? Que diable
doit-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Eh, monsieur, songez-vous à ce que vous dites, et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils. Que diable alloit-il faire dans cette galère? Il ne devinoit pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus. N'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui, de la conscience à un Turc. Sait-il bien ce qu'est 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable alloit-il faire à cette galère? Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon, tu l'ouvriras. Fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier. Oui, tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne, et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Et monsieur, rêvez-vous, je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites, et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable alloit-il faire à cette galère? Oh, que de paroles perdues! Laissez-la, cette galère. Et songez que le temps presse, et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie, et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le seul amitié d'un père, que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais guérir cette somme. Dépêchez-vous donc vite, monsieur. Je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus, oui. Que diable alloit-il faire à cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y avoit-il point d'autres promenades? Cela est vrai, mais faites promptement. Ah, maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or, et je ne croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur, mais dis à ce Turc que c'est un scélérat.
Eh bien, Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Voilà 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Ah, que tu me donnes de joie. Pour vous, je n'ai pu rien faire. Il faut donc que j'aille mourir et que je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est ôtée. Oh là, tout doucement, comme diantre vous allez vite. Je suis désolée, il y a un bouchon qui me tourne autour et il m'énerve. Que veux-tu que je devienne? Allez, j'ai votre affaire ici. Ah, tu me redonnes la vie, mais à condition que vous me permettez, à moi, une petite vengeance contre votre père, pour le tour qu'il m'a fait. Tout ce que tu voudras, vous me le promettez devant témoin? Oui, tenez, voilà 500 écus. Allons en promptement acheter celle que j'adore. Acte 3. Zerbinette, Hyacinthe, Scapin, Sylvestre. Oui, vos amants ont arrêté entre eux. Que vous fussiez ensemble, et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Un tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte. Voilà. Il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons de se répandre entre nous deux. J'accepte la proposition et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque. Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques, et je n'y suis pas si hardi. Vous l'êtes, que je crois, contre mon maître maintenant, et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Je ne m'y fie encore que de la bonne sorte, et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement. M'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée et sans cesse je ris, mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres, et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi, qu'il soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. C'est là aussi comme il l'entend. Il se prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur, et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avoir une autre pensée. C'est ce que je veux croire, puisque vous me dites, mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié, et nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cet avantage au moins, que vous savez de qui vous êtes né, et que l'appui de vos parents, que vous pouvez faire connaître, est capable d'ajuster. Tout peut assurer votre bonheur et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Mais pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être, et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi, avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez. Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On ne peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête, et ce que je vois le plus
forcer, la douce chose que d'aimer lorsqu'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes, sont deux cœurs dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez, la tranquillité en amour est un calme désagréable, un bonheur tout uni, nous devient ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie, et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant, du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte et que je le paye assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi, de gaieté de cœur, veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit, tu quitteras le dessein que tu as, si tu m'en voulois croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirai. À quoi diable te vas-tu amuser? De quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que, sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh bien, c'est au dépens de mon dos et non pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Allez, je vous irai bientôt rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément on m'ait mis en état de me trahir moi-même et de découvrir des secrets qu'il s'étoit bon qu'on ne sût pas. Géronte et Scapin. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté, mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? À l'heure que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui. Et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et, dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même, de ça et de là, des soldats de la compagnie qui interrogent ceux qu'ils trouvent et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison, de sorte que vous ne sauriez aller chez vous, vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Je ne sais pas, monsieur, et voici une étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête, et... Attendez. Quoi? Non, 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 ce n'est rien. Ne sauras-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine? J'en imagine bien un, mais je cours à risque, moi, de me faire assommer. Et Scapin, montre-toi serviteur zélé, ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saura souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure, et je te promets cet habit-ci, quand je l'aurai un peu usé. Attendez, voici une affaire que je me suis trouvé fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Ah,
personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose, et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison, où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer guérir main forte contre la violence. L'invention est bonne, la meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Et je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au bout et surtout prenez garde de ne vous point montrer et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Cachez-vous, voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurai pas davantage d'étouée et Géronte, et quelqu'un ma charité ne m'enseignera pas où il est. Ne branlez pas. Cadédis, je les trouverai, se cacha-t-il au centre de la terre. Je ne vous montrerai pas. Oh, l'homme au sac. Monsieur, je dévaille un louis et m'enseigne où peut être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, mordi, je le cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui, je veux Cadédis le faire mourir sous les coups de bâton. Ah, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui c'est fa de Géronte, c'est Marot, c'est Véritre. Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni fat, ni Marot, ni Bélître, et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ce Géronte? Oui, monsieur, j'en suis. Ah, Cadédis, tu es de ses amis à la bonne heure. Tiens, voilà ce que je te vaille pour lui. Ah, monsieur, tout beau, ah, doucement, ah. Porte-lui ce message, porte-lui cela de ma part. Adiosias, ah, diable soit le garçon, ah. Ah, Scapin, je n'en puis plus. Ah, monsieur, je suis tout moulu, et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé? Nenni, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappa. Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups, je les sens bien encore. Non, vous dis-je, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devrais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Prenez garde, en voici un autre qui a la mine d'un étranger. Parti, moi courir comme un basque, et moi me pour point trop faire de tout le jour, dit diable de Géronte. C'est impossible à lire. Cachez-vous bien. Dites-moi un peu fou, mon seul homme, s'il vous plaît. Vous savoir point où reste Géronte que moi chercher? Non, monsieur, je ne sais point où est Géronte. Dites-moi le fou franchement. Moi, il faut pas grand-chose à lui, les seulement pour lui donner un petit regard sur le dos d'une douzaine de coups de baston et de 3 ou 4 petits coups d'épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. Il me semble que j'y vois remourir quelque chose dans ce sac. Pardonnez-moi, monsieur, il y a assurément quelque histoire là-dedans. Point du tout, monsieur. Moi, la faire envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Ah, monsieur, gardez-vous-en bien. Montrez-le-moi, un peu fou, ce que c'est d'être là. Tout beau, monsieur. Comment tout beau? Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte, et moi de le vouloir fort pour moi. Vous ne le verrez point. Aïe, et de banitman. Ce sont hardes qui m'appartiennent. Montre-moi fou, te dis-je. Je n'en ferai rien. Toi, ne fais rien. Non, moi bailler de cette bastonne dessus les épaules de toi. Je me moque de cela. Ah, toi faire le drôle. Aïe, aïe, ah monsieur, ah.
je suis roué. Ah, je suis mort. Pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos? Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats, tous ensemble. Allons, tâchons à trouver ce Géronte, cherchons partout, n'épargnons point nos pas, courons toute la ville, n'oublions aucun lieu, visitons tout, furetons de tous les côtés. Par où irons-nous? Tournons par là, non par ici, à gauche, à droite, nenni, si fait. Cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Et messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est, parle. À toi, expédions, dépêche vite, tôt. Et messieurs, doucement. Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur lui une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu. Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu en veux tâter. Voilà. Oh, ah, infâme. Ah, traître. Ah, scélérat. C'est ainsi que tu m'assassines. Zerbinette et Géronte. Ah, je veux prendre un peu l'air. Tu me le paieras, je te le jure. Ah, la plaisante histoire et la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à cela, et vous n'avez que faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Comment? Qui songe à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous me rire au nez? Cela ne vous regarde point, et je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire, le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Oui, pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposé à vous dire l'affaire, et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien, je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas, et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient, et il les trouva disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire étoit que mon amant se trouva dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il étoit un peu dénué d'argent, et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fief, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aïe, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous pas me donner quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Il a son nom du Ronde. Ronde, or, Ronde, non, Géronte, oui, Géronte, justement. Voilà mon vilain, je l'ai trouvé. C'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville, et mon amant malo à perdre faute d'argent, si, pour en tirer de son père, il n'avoit trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille, il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable, et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Ah, coquin que tu es! Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe.
se promenant sur le port avec son fils, il avoua vu une galère turque où on les avoit invités d'entrer, qu'un jeune turc leur y avoit donné la collation, que tandis qu'il mangeoit, on avoit pris la galère en mer, et que le turc l'avoit renvoyé lui seul à terre dans un esquif avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenerait son maître en Alger s'il ne lui envoya tout à l'heure 500 écus. Ah, voilà mon ladre, mon vilain, dans de furieuses angoisses, et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles, et la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne pour faire les 500 écus 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions, et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable alloit-il faire à cette galère? Ah, maudite galère, traître de Turc !» Enfin, après plusieurs détours, après avoir longtemps gémi et soupiré, « Mais il me semble que vous ne riez point de mon compte. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait, que l'Égyptienne est une malavisée, une impertinente, de dire des injures à un homme d'honneur, qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat, qui sera par Géronte envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Sylvestre et Zerbinette. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en douter, et je me suis adressée à lui sans même y penser, pour lui conter son histoire. Comment? Son histoire? Oui, j'ai doigt toute remplie du conte, et je brûlois de le redire, mais qu'importe, tant pis pour lui. Je ne vois pas que les choses pour nous en puissent être ni pis ni mieux. Vous aviez grande envie de babiller, et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris cela de quelques autres? Oh là, Sylvestre, rentrez dans la maison, voilà mon serviteur qui m'appelle. Vous vous êtes donc accordé, coquin, vous vous êtes accordé, Scapin et vous, à mon fils pour me fourber, et vous croyez que je l'endure? Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains, et vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, Pandard. Vous verrez, nous verrons cette affaire, et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Ah, Seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Le Pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même Pandard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire, mais il me le paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée, et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Plaise au ciel que dans tout ceci, je n'ai point ma part. Mais ce n'est pas encore tout, Seigneur Argante, et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouis aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille, dont je faisois toute ma consolation, et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente et ne vous être pas donné la joie
avec vous. J'ai eu mes raisons pour cela, et mes intérêts de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir fort secret ce second mariage. Mais que vois-je? Ah, te voilà, nourrice. Ah, Seigneur Pandolfe, que... Appelle-moi Géronte, et ne te sers plus de ce nom. Les raisons ont cessé qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous à Tarente. Las, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Où est ma fille et sa mère? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Mais avant de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée dans l'abondement où, faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Oh, ciel! Quelle rencontre! Mène-nous promptement où elle est. Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Passe devant, suivez-moi, seigneur Argante. Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un, que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée la fille du seigneur Géronte, et le hasard a fait que ce que la prudence des pères a délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables, et surtout le seigneur Géronte. Cela n'est rien, les menaces ne m'ont jamais fait mal, et ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi, les fils se pourront bien raccommoder avec les pères, et toi, demeurer dans la nasse. Laisse-moi faire, je trouverai moyen d'apaiser leur courroux, et retire-toi, les voilà qui sortent. Allons, ma fille, venez chez moi. Ma joie au roi était parfaite si j'ai pu voir votre mère avec vous. Voici Octave, tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel... Non, mon père, toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous. Et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas. Je sais tout ce qu'il faut savoir. Je veux te dire que la fille du seigneur Géronte, ne me sera jamais de rien. C'est elle. Non, monsieur, je vous demande pardon. Mes résolutions sont prises. Écoutez. Non, tais-toi. Je n'écoute rien. Ta femme. Non, vous dis-je, mon père, je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Oui, vous avez beau faire, la voilà, celle à qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie, et je ne veux point d'une autre femme. Eh bien, c'est elle qu'on te donne. Quel diable d'étourdi qui suit toujours sa pointe. Oui, Octave, voici mon père que j'ai trouvé, et nous nous voyons hors de peine. Allons chez moi, nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Ah, mon père, je vous demande par grâce que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez 1000 sottises de moi-même. Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je ne crois pas parler de la sorte. Si j'avois su que c'est toi vous, et je ne vous connais soit que de réputation. Comment? Que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel, et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort bien. Ne voudra-t-on point que je mariasse mon fils avec elle, une fille inconnue qui fait le métier de coureuse? Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, que ce sont eux qui l'y ont dérobée à l'âge de 4 ans, et voici un bracelet qu'ils
j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Oh ciel, que d'aventure extraordinaire! Ah, messieurs, il vient d'arriver un accident étrange. Quoi? Le pauvre Scapin. C'est un coquin que je veux faire pendre. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-il? Le voilà. Ah, aïe, monsieur, vous me voyez. Aïe, vous me voyez dans un étrange état. Aïe, je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Aïe, oui, messieurs, avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de vouloir me pardonner tout ce que je puis vous avoir fait, et principalement le Seigneur Argante et le Seigneur Géronte. Aïe. Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton que ne parle point davantage. Je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de bâton que je... Laissons cela. J'ai, en mourant, une douleur inconcevable des coups de bâton que... Mon Dieu, tais-toi! Les malheureux coups de bâton que je vous... Tais-toi, te dis-je. J'oublie tout. Hélas, quelle bonté! Mais est-ce bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez ces coups de bâton que... Eh oui, ne parlons plus de rien, je te pardonne tout. Voilà qui est fait. Ah, monsieur, je me sens tout soulagé depuis cette parole. Oui, mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je me dédie de ma parole, si tu réchappes. Aïe, aïe, voilà mes faiblesses qui me reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit, allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Et moi,